Qu'est-ce qui rend le professeur Raoult si charismatique? Est-ce que c'est sa coupe de cheveux? Est-ce que c'est sa bague tête de mort? Est-ce que c'est sa position controversée, parfois attaquée même? Dans cette vidéo, on passe à la loupe 7 traits charismatiques qu'on a tendance à oublier de cultiver chez nous, mais qui ont fait briller le professeur ces dernières semaines. Assez parlé, prêt pour la liste? C'est parti. Trait numéro 1, l'humilité. Personne ne sait si ça réapparaîtra l'année prochaine, si il y aura un nouvel épisode ou pas. Tout ça, c'est des prédictions. Bien sûr, je suis bien incapable de faire des prédictions de cette nature. Les leaders qui inspirent le plus les autres savent reconnaître leurs limites. Et le professeur l'a répété des dizaines de fois, il n'est pas devin. Il ne peut pas prédire l'avenir. C'est un scientifique et personne ne peut prédire l'avenir. Et ce qui est intéressant ici, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que parallèlement à ça, ça augmente sa crédibilité quand il indique comment les choses devraient se dérouler dans le futur. Trait numéro 2, l'originalité. Le professeur est charismatique, son look sort du lot. Plutôt que d'être juste un médecin sans visage, il brise le moule. Et c'est particulièrement frappant parce qu'il y a tellement peu de gens qui osent l'originalité dans la vie en général. Mais ça choque d'autant plus dans un monde aux apparences plutôt austères comme la médecine. Et ça fait que le professeur, qui ressemble à une star du rock des années 70 avec ses cheveux longs, avec sa barbe, avec sa bague, tout ça le rend difficile à oublier. Son look est original, son look est rafraîchissant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que, en plus de le rendre charismatique, sa barbe plaît à sa femme, il le dit lui-même. Trait numéro 3, la vision. Il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Dans son livre Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek écrit « Un leadership fort nécessite deux éléments. Premièrement, la vision d'un futur qui n'existe pas encore et deuxièmement, le fait de pouvoir le communiquer au reste du monde. » La vision du professeur, elle a été claire dès le départ. C'était qu'il s'agissait d'une épidémie qui toucherait à sa fin dans un futur proche, qui allait s'arrêter, alors même que le monde en général et les médias en particulier maintenaient les gens dans la terreur et dans le fait que c'était la pire catastrophe qu'avait connue l'humanité. Le professeur a ensuite clairement communiqué sa vision aux gens, il l'a répété et répété encore dans ses vidéos quotidiennes, dans ses vidéos hebdomadaires sur sa chaîne, sur la chaîne de son institut. Le diagramme en cloche, avec le début de la cloche et la fin de la cloche. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et quand les deux éléments magiques sont combinés, ça nous tombe dessus comme une enclume. Trait numéro 4, la confiance en soi. Alors là, restez bien attentifs parce que ça devient particulièrement intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu le professeur douter de ses propos? Est-ce que vous avez entendu sa voix vaciller? Est-ce que vous avez commencé à le voir gesticuler nerveusement quand on lui posait des questions qui étaient des questions un petit peu difficiles? Je le répéterai jamais assez, si aujourd'hui vous voulez commencer à inspirer et magnétiser les autres, vous devez faire attention à votre voix. Ne laissez pas la timidité prendre le dessus quand les autres personnes vous écoutent parce que sinon ça diminuera énormément votre impact et très peu de gens justement vous écouteront. Et si vous ne prenez pas vous-même l'habitude de développer pour vous votre confiance en vous, qui va le faire? Trait numéro 5, la maturité. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine? La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës, en particulier pour les bactéries intracellulaires, pour lesquelles on n'arrivait pas à éradiquer les microbes. Donc pour deux maladies, la fièvre Q et la maladie de Whipple, j'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans, que j'ai traitées avec de l'hydroxychloroquine pendant en moyenne 1 ou 2 ans.
La maturité du professeur résonne dans son discours. Infectiologue et professeur de microbiologie, il a une expertise médicale forte et convaincante. Le professeur ayant traité des milliers de cas, des dizaines de milliers de cas de personnes souffrant d'une infection respiratoire avant même l'arrivée de la pandémie, il a donc bien les pieds sur terre et ne nous abreuve pas d'études polémiques qui passent virales avant même que ces études aient pu être vérifiées. Non, il a plutôt communiqué sur du solide, du dur, c'est-à-dire des milliers de gens qu'il a déjà traités et sur les tests qu'il a lui-même supervisés. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, force est de constater que sa maturité inspire confiance. Trait numéro 6, avoir des valeurs. Et peut-on faire confiance aux Chinois lorsqu'ils disent qu'il faut essayer la chloroquine et qu'il faut l'utiliser? Si vous voulez, c'est insultant comme question. Si c'était une maladie purement américaine, qu'il n'y ait que les Américains qui aient soigné cette maladie et que le président des États-Unis dise écoutez, maintenant il faut traiter ces malades avec ça, personne ne discuterait ça. Dans cet extrait, on entend le professeur dire que c'est insultant de demander si on peut faire confiance aux Chinois ou non. Que les Chinois aient tort ou raison, c'est pas vraiment la question. Ce qui est très important en revanche, c'est la valeur antiraciste qui est véhiculée par le professeur. Il fait preuve d'ouverture d'esprit quand une grande partie de la France a tendance à se replier sur elle-même. Trait numéro 7, le courage. Depuis le début de la crise, le professeur n'a pas hésité à affirmer haut et fort ses positions dédramatisant le coronavirus. Il a fait preuve de courage en nageant, mais complètement à contre-courant des actualités et en prenant le risque de se faire attaquer et de se faire attaquer fortement. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a ses fans, il a ses détracteurs, mais sa position reste inchangée. Conclusion, il faut du courage, il faut beaucoup de courage pour rester soi-même. Voilà pour ce contenu. Maintenant, on a passé en revue les 7 traits charismatiques. Est-ce que vous vous en souvenez? Alors on va récapituler: l'humilité, la vision, l'originalité, la confiance en soi, la maturité, avoir des valeurs fortes et faire preuve de courage. Alors je vous pose la question, quel est le trait charismatique que vous voulez développer en priorité dans votre vie? Et surtout, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? La balle est dans votre camp maintenant. Laissez-moi sous la vidéo un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Pour le charisme, comme pour toutes les autres choses, chaque jour compte.